Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de la question de savoir s'il est possible de concevoir encore des philosophies systématiques à notre époque. Autrement dit, si les notions de philosophie et de système sont toujours conciliables. Pendant longtemps, cette question n'a pas fait de mystère, puisque au XVIIe siècle, par exemple, la plupart des grandes philosophies, je pense à celle de Descartes, et surtout à celle de Spinoza ou à celle de Leibniz, se présentaient sous la forme de systèmes. Et c'est d'autant plus vrai pour le dernier nommé, pour Leibniz, dont le système philosophique a un substrat mathématique. Mais, si vous voulez, cette conception des choses a été modifiée profondément, non seulement par la critique de la raison pure de Kant, qui a radicalement critiqué les métaphysiques du XVIIe siècle, mais aussi tout simplement par le fait que petit à petit on s'est rendu compte que les systèmes philosophiques les plus sophistiqués ne parvenaient pas à rendre compte de l'ensemble de la réalité, que la découverte scientifique en particulier venait toujours plus ou moins troubler les systèmes existants, créer des brèches à nœuds, faire apparaître des lacunes, découvrir des continents nouveaux auxquels le fondateur du système n'avait absolument pas pensé, et par conséquent, l'idée même de système a été infirmée, invalidée, voire moquée et raillée. Bien sûr, au XIXe siècle, on a encore de grands systèmes, je pense notamment en France à celui d'Auguste Comte, et donc au système positiviste, et en Allemagne à un système qui est encore beaucoup plus élaboré, beaucoup plus riche d'un certain point de vue, qui est celui de Hegel. Hegel dont on sait le rôle extrêmement important qu'il a joué dans la construction, ou plutôt dans les préparatifs théoriques qui ont été nécessaires à l'émergence du marxisme. Mais là encore, si vous voulez, eh bien, ces grands systèmes bien clos, bien fermés sur eux-mêmes, ont montré leurs limites, et on a vu très vite effectivement que, par exemple, dans le système d'Auguste Comte, il était interdit, par exemple, de créer une astrochimie ou une astrophysique ou une psychologie, qu'il n'y avait pas de place pour ces différentes disciplines, ce qui ne les a pas empêchés d'émerger plus tard, et donc effectivement de faire éclater de ce point de vue le positivisme qu'on tient. De même que si vous voulez, par exemple, Hegel va nous expliquer dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques que la notion d'évolution naturelle est complètement absurde, que l'évolution et le temps, la temporalité et l'historicité véritable sont réservés à l'esprit, et donc à l'histoire au sens étroit du mot, à l'histoire des hommes. Il ne saurait y avoir d'évolution naturelle, et bien pas de chance pour Hegel, puisqu'évidemment la théorie de l'évolution, ou plutôt la science de l'évolution, a par la suite connu un essor très considérable. Si bien que d'une manière générale, on peut penser que le temps des systèmes est révolu, qu'il ne faut plus penser systématiquement. Et sont apparus, notamment à la fin du XIXe siècle, des philosophes comme Nietzsche, par exemple, un Allemand donc, qui écrivait principalement sous la forme d'aphorismes, c'est-à-dire de textes courts, incisifs, relatifs à une situation, à un moment, à une occasion donnée. Et si vous lisez le Gai Savoir, par exemple, de Nietzsche, vous allez constater qu'il est effectivement un recueil d'aphorismes, et non pas, comme par exemple la science de la logique de Hegel, un ensemble de propositions qui sont liées les unes aux autres par déduction, d'une manière purement logique. Voilà. On peut penser aussi à Kierkegaard, un Danois, pour qui le système hegelien était le contraire même de ce qu'il fallait faire en philosophie, puisque le système hegelien prétend tout réduire à la raison, alors que l'existence à laquelle s'intéresse Kierkegaard qui est un penseur mystique en réalité, que cette existence ne saurait tenir dans des raisonnements, qu'on ne saurait déduire l'existence. Donc pas de système et une certaine méfiance à l'égard de tout ce qui voudrait rationaliser l'existence. Ou on peut penser encore, à l'époque moderne, à quelqu'un comme Heidegger. Heidegger qui, grand philosophe allemand, malgré ses aspects réactionnaires, qui a voulu atteindre la pensée de l'être, l'être même, l'être qui est sans pourquoi, nous dit-il dans un texte fameux, l'être est sans pourquoi, c'est-à-dire que bon, il y a de l'être. Et donc on n'a pas à tenter de mettre l'être en système, c'est une déviation de la philosophie,
et la métaphysique, d'une façon générale, apparaît plutôt comme une déviation de la philosophie. Heidegger est par exemple nostalgique des présocratiques, ces philosophes antérieurs, comme leur nom l'indique, à Socrate, à Platon, et donc à la grande rationalisation, voire à la grande pré-mathématisation de la philosophie. Vous savez que on n'entrait pas dans l'école de Platon si on n'était pas géomètre, c'était écrit sur le fronton de l'Académie, l'école de Platon, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et au contraire, avant Platon, donc si vous voulez par exemple chez Héraclite d'Éphèse, eh bien la philosophie s'exprimait sous la forme poétique. Et donc ici, plutôt que d'aller vers une philosophie de type scientifique, comme celle que prônait Spinoza, qui voulait déduire sa philosophie morée géométrico, c'est-à-dire à la manière des géomètres, ou comme Leibniz, qui voulait donc introduire des éléments de mathématiques dans la construction de son système, il faut plutôt une parenté, un apparentement de la philosophie et de la poésie. Alors pourquoi pas, tout cela bien sûr est intéressant, mais d'une certaine façon, je pense que nous avons là affaire à quelque chose qui pourrait détruire la philosophie et, en sens symétriquement, si l'on peut dire, priver la science, les sciences, de leur dimension philosophique, de leur dimension ontologique, de leur capacité à embrasser l'être et à en présenter un tableau, sinon achevé, il ne s'agit pas de ça, personne ne parle de ça, tout au moins cohérent. Cohérent, donc dessinant certaines orientations possibles pour notre action, et par conséquent nous permettant de situer notre action dans ce tableau général de la nature et de l'histoire humaine. Donc l'enjeu est très important. Et la question que je voudrais poser ici est celle de savoir si l'on est obligé de choisir de manière assez catastrophique entre une philosophie systématique qui rate l'existence, qui rate l'être, qui rate l'événement, qui rate le nouveau, qui rate l'hétérogène, et une philosophie des aphorismes, une philosophie littéraire, si vous voulez, qui finalement, n'étant pas soucieuse pour l'essentiel de cohérence, de mise en cohérence, va s'éloigner du terrain scientifique, va négliger la logique, va d'une manière générale, si vous voulez, aboutir pour finir à une espèce de littérature philosophique ou de philosophie littéraire qui n'est ni littéraire ni philosophique. Je le crains. Alors, nous allons voir un petit peu ici comment on peut se sortir de cette difficulté. Et c'est une des questions que j'ai traitées notamment dans mon livre Lumière commune, traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique. Alors, d'abord, voyons pourquoi, c'est la première partie de cet exposé, voyons pourquoi, d'une manière générale, les philosophies systématiques classiques, pré-critiques, antérieures à Kant, si vous voulez, quelque part manquaient leur objet et ne pouvaient pas aboutir à un succès, malgré les vertus extraordinaires de ces systèmes, avec leur force logique, leur véritable côté cathédrale de concept. Quand vous lisez l'éthique de Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, l'éthique démontrée à la manière des géomètres, si vous voulez, vous ne pouvez pas manquer d'être impressionné. De même que quand vous lisez la monadologie de Leibniz, par exemple. Mais pourquoi, effectivement, ne pouvait-elle totalement réussir? La première raison, c'est que ces systèmes sont construits a priori. La plupart du temps, donc, le philosophe va mettre en place des principes, c'est-à-dire des propositions très générales, des propositions surplombantes à partir desquelles il va déduire tout le reste de sa théorie. Un peu comme font les mathématiciens quand ils utilisent des axiomes. Ils posent des axiomes comme le tout est plus grand que la partie, des choses comme ça. Et à partir de ces axiomes, eh bien, ils déduisent d'une part les règles de la construction de leur théorie mathématique, et d'autre part, bien sûr, le contenu de ces théories, c'est-à-dire les théorèmes. Et donc, ces philosophes, qui étaient souvent des matheux tout à fait brillants, pensons à Descartes, inventeur de la géométrie analytique, ou pensons à Leibniz, qui est le père du calcul infinitésimal, ont voulu introduire en philosophie ce mode de raisonnement, ce mode de pensée mathématique. Oui, mais c'est un peu dangereux, parce que, effectivement, si c'est tout à fait valable en mathématiques, puisque les objets mathématiques sont construits, et que le mathématicien ne vise pas comme le physicien, le chimiste, l'économiste et ainsi de suite, le réel, en tout cas pas directement. Il vise simplement à accorder les propositions entre elles les unes avec les autres, de telle façon qu'elles soient compatibles
avec les axiomes initiaux. Eh bien, ça marche très bien donc pour les mathématiques. Et c'est pour ça que quand on est très brillant logicien, eh bien, on n'a pas à se soucier de savoir si ce qu'on a formulé comme théorie cadre ou pas avec le réel, mais la philosophie, elle, vise la réalité. Et par conséquent, il y a ici un danger. Et le danger, c'est l'idéalisme. L'idéalisme, c'est-à-dire l'idée que tout sort de notre esprit, de notre tête, que ces grands principes de la raison que nous tirons de notre raison, de la raison avec un R majuscule, la raison universelle, que nous tirons de notre raison personnelle, celle qui nous fait penser, eh bien, aboutit tout simplement à déduire du système ce qui a été mis subrepticement au début, c'est-à-dire en réalité l'idée que la pensée domine la matière, que la pensée est à l'origine de la nature, ce qui est une proposition non seulement idéaliste, mais même théologique, qui fondamentalement flirte avec le créationnisme, avec l'idée que Dieu, oui, en pensant, Dieu, de façon quasi magique, fabrique la nature. Pensez au fameux que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Alors donc, en quelque sorte, l'idéalisme est ici le danger, le péril majeur qui peut sortir de ces métaphysiques. Et puis, du même coup, le dogmatisme, puisque tout ce qui sortira de ces principes, tout ce qui n'entrera pas spontanément dans ces principes, sera soit considéré comme une apparence trompeuse qu'il faut chasser, soit considéré comme quelque chose qu'il faut véritablement réduire de telle ou telle manière pour le faire entrer de force, en quelque sorte, dans le système, un peu comme, si vous voulez, le chausse-pied qui permet de faire entrer un pied trop grand dans une chaussure, alors que c'est en réalité non pas le pied qui est trop grand, c'est-à-dire le réel, si je parle du pied, mais la chaussure qui est trop petite, c'est-à-dire la théorie qui n'englobe pas tout, qui est insuffisante. Voilà, donc à partir de là, si vous voulez, en même temps, le système va risquer tout bonnement de bloquer le développement scientifique, puisque si certaines choses n'entrent pas dans le système, on va déclarer qu'elles n'existent pas, ou qu'elles ne sont pas dignes d'intérêt, ou qu'elles ne peuvent pas être connues. Et c'est ainsi qu'effectivement, donc, dans la théorie cartésienne, si vous voulez, qui est brillante par ailleurs, parce que Descartes est un penseur magistral, eh bien voilà, le principe majeur, tout le monde le connaît, c'est le je pense donc je suis, qui est énoncé dans une partie, dans la quatrième partie du discours de la méthode. Et à partir de là, Descartes va déduire qu'il y a deux substances, eh bien la substance pensée, qui est entièrement, disons, réductible à la conscience, dans le je pense donc je suis, eh bien le je pense est le maître absolu de sa propre substance, si vous voulez, je suis un jeu en tant que je pense, et toute ma pensée s'épuise dans le jeu comme tout le jeu s'épuise dans la pensée, donc plus de place pour, par exemple, une pensée inconsciente. Et donc vous verrez par la suite, donc le freudisme sera obligé de se confronter au cartésianisme, de même que dans le domaine de la physique, eh bien, Descartes va considérer que tout est réductible à l'étendue, la matière n'est pas autre chose que de l'étendue, autrement dit, matière et espace ne font qu'un, et du même coup, eh bien, tous les mouvements physiques sont réductibles aux mouvements mécaniques, lesquels mouvements mécaniques sont réductibles à la géométrie, et donc aux fonctions géométriques. Bon, on va avoir du mal ensuite à faire entrer là-dedans, eh bien, les mouvements physiques et naturels, si vous voulez, mais qui ne sont pas strictement d'ordre mécanique. Plus exactement, c'est la mécanique elle-même qui va finir par éclater. Et bon, vous voyez bien que ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique quantique, par exemple, ne pourrait pas entrer dans les conceptions mécaniques, ou plutôt mécanistes, qui étaient celles de Descartes. Pas entrer totalement, en tout cas. Donc voilà le danger à gros traits de ce qu'on pourrait appeler une pensée systématique. C'est ce que j'appellerais l'esprit de système. L'esprit de système, c'est péjoratif. C'est lorsque on ne veut connaître des choses qu'à partir de ce qu'on a soi-même fabriqué dans sa propre tête comme cadre dont on ne veut jamais sortir, sans jamais pouvoir interroger les cadres. Alors que précisément, les grandes révolutions scientifiques ont fait éclater les cadres de la pensée de leur époque, et donc ont modifié non seulement les contenus, mais les démarches, les formes de pensée. Alors faut-il pour autant, disons, nous ranger à la seconde conception que j'ai évoquée tout à l'heure, celle de Nietzsche, celle de Kierkegaard, celle de Heidegger, celle, pour rester sur un terrain francophone, de Blaise Pascal. Les pensées de Pascal peut-être auraient été rédigées d'une façon systématique si Pascal avait vécu plus longtemps, mais en tout cas, telles qu'elles se présentent, elles sont aphoristiques, et cette forme aphoristique ne leur nuit pas.
leur va très bien, quelque part. Mais bon, bien sûr, euh, le propre des personnes que je viens de citer, notamment de Nietzsche pour l'Allemagne, de Kierkegaard pour le Danemark ou de Pascal pour la France, sont en plus de grands écrivains. Mais pour autant, est-ce qu'ils ne sortent pas du terrain de la philosophie? La philosophie, depuis Thalès, depuis les anciens, depuis même l'époque présocratique, veut donner du monde une représentation rationnelle. C'est en cela qu'elle s'est distinguée de la mythologie, et c'est en cela que petit à petit les philosophes se sont tenus, se sont sentis obligés de sortir de la poésie, de ne plus s'exprimer sous une forme poétique comme c'était encore le cas des présocratiques comme Héraclite ou comme Parménide. Et la philosophie est devenue prosaïque, et elle s'est exprimée de la manière la plus rigoureuse qui soit, la beauté philosophique n'étant pas la beauté littéraire, même si, tant mieux si certains textes philosophiques sont aussi beaux littérairement parlant, mais la beauté littéraire philosophique, plutôt pour être encore plus complexe, ne tient pas à tel ou tel effet d'émotion, mais à un effet de vérité, qui est inséparable lui-même de la façon dont les propositions sont construites, enclenchées les unes sur les autres, à partir de définitions rigoureuses et n'admettant pas de contradictions logiques à elles-mêmes. Donc, est-ce que tout simplement, en abandonnant l'aphorisme, on n'abandonne pas la philosophie? Est-ce qu'on ne glisse pas vers la facilité aussi? Est-ce qu'on ne facilite pas aux esprits paresseux l'abandon tout simplement du terrain scientifique que tous les grands philosophes ont tout de même cultivé au fil des siècles, puisqu'il n'y en a pas un, au fond, qui n'ait été quelque part un scientifique, voire un très grand scientifique. Alors, je crois que c'est important de le voir, et puis aussi tout bonnement, si l'on abandonne la forme systématique totalement, on en arrive à l'idée, comme Kierkegaard ou comme Heidegger, qu'au fond, l'être, le il y a, est finalement donc sans fondement, irrationnel, et que par conséquent, ben voilà, on constate qu'il y a de l'être. L'être est donné datur, comme on dit en latin, ou es gibt, comme on dit en allemand, ce qui se traduit par ça donne ceci ou ça donne cela. Et donc à partir de là, on renonce à l'idéal philosophique qui est résumé par la belle formule de Hegel, à savoir que le réel est rationnel et que le rationnel est réel. Et du coup, eh bien voilà, la philosophie se découple de la science, se dissocie de la science, tandis qu'en sens inverse, la science, et c'est encore plus grave, cesse d'avoir une portée philosophique. La science va nous doter de techniques. Si on étudie bien la science, on va trouver quelles sont les lois à utiliser pour fabriquer des fusées ou des vaccins, très bien, mais on ne va pas, à travers la science, comprendre ce qu'est l'être, comment il fonctionne, et on va renoncer à la fonction ontologique de la science. On va décréter comme Heidegger que la véritable ontologie est à l'extérieur de la science, que la science est purement, comme il dit, ontique, c'est-à-dire elle s'intéresse seulement aux enchaînements des choses et non pas à leur être même. Bon, je crois qu'il faut sortir de cela, parce que si on n'en sort pas, en réalité, on va tout de même abandonner la systématicité à des formes irrationnelles de pensée. Le besoin de système, le besoin de pensée cohérente ne va pas disparaître parce qu'on a décidé qu'il n'avait plus d'intérêt. Et tout simplement, ce sont les grandes religions qui, comme à notre époque, alors que pourtant les sciences foisonnent et prolifèrent, qui vont occuper le terrain idéologique et qui vont proposer des conceptions du monde cohérentes, capables de donner sens à la vie des gens, à la vie de milliards de personnes avec des effets politiques et idéologiques, culturels extrêmement importants. Si on ne veut pas abandonner le terrain à l'irrationalisme, et si on ne veut pas, sous prétexte de refuser les systèmes rationalistes, eh bien, abandonner le terrain au système irrationaliste, ou à l'irrationalisme de système, disons-le comme ça, eh bien, il faut évidemment renoncer à toute idée de système. Alors j'en viens à ma troisième partie, la plus importante naturellement. Quelle façon d'aborder le système? Quelle façon matérialiste, et si possible même marxiste, d'aborder cette question du système? Prenons d'abord conscience que Engels n'était pas du tout naïf, comme c'est dit souvent par des imbéciles philosophiques en réalité, qui sont très au-dessous d'Engels, mais qui lui donnent des leçons. Engels était tout à fait conscient de la chose, puisque dans la dialectique de la nature, il écrit que la systématique, ce qu'il appelle dit systématique, le fait d'écrire de la philosophie sous forme systématique, est impossible après Hegel.
Hegel est le dernier philosophe systématique, dit-il quelque part. Donc il est très conscient de tout ça, il n'est pas pré-critique, il est post-critique. Engels comme Marx, hein, ils ont écrit tous les deux, quand ils étaient jeunes, un texte, La Sainte Famille, dont le sous-titre était Critique de la critique critique. C'est vous dire qu'on ne les prendra pas sur ce terrain du pré-criticisme, de la naïveté, du réalisme naïf et autres sornettes. Mais Engels, effectivement, se rend compte que désormais, il faut repérer les enchaînements réels qui existent dans l'ordre des choses, dans l'ordo essendi, en latin on dirait comme ça, l'ordre même de production du réel, et il faut les repérer, non pas à partir d'un a priori que l'on aurait sorti de son esprit comme un prestidigitateur sort un petit lapin blanc d'un chapeau haute forme, mais qu'il faut au contraire repérer, détecter, dégager les grandes cohérences qui existent dans la réalité. Alors ces grandes cohérences, évidemment, eh bien, les sciences s'en occupent d'une façon extrêmement directe. Si vous voulez, les physiciens constatent que les lois de la physique qu'ils ont découvertes, même dans la physique classique, sans parler de la physique moderne, si vous voulez, sont cohérentes entre elles, bien évidemment. La nature forme un tout, elle forme une totalité. Alors, ce n'est peut-être pas un tout ou une totalité plate, homogène. Nous allons voir qu'elle est faillie, qu'elle est stratifiée, mais elle forme tout de même un tout, sinon nous ne serions pas dans le même univers. Et si vous voulez, s'il y avait plusieurs légalités physiques qui se concurrencent au sein d'un même univers, on ne voit pas du tout comment cet univers pourrait tout simplement subsister, sans parler d'être compris par le scientifique. Et donc il faut repérer ces cohérences, qui sont des cohérences matérielles, objectives. Et ensuite, ces cohérences, eh bien, il faut les mettre elles-mêmes en cohérence les unes avec les autres. Car Engels, à son époque, au XIXe siècle, remarque bien que, si vous voulez, il existe des strates donc scientifiques et donc du même coup ontologiques, relatives au réel, relatives à l'être, c'est ça que veut dire le mot ontologique, tout au moins dans l'usage que j'en fais ici. Et donc, si vous voulez, il y a des sciences physiques. Et ces sciences physiques énoncent des lois physiques. De même qu'il existe des sciences chimiques. Eh bien, les sciences chimiques ont leur propre autonomie, si l'on peut dire, bien qu'elles s'enchâssent, en quelque sorte, qu'elles s'emboîtent dans les sciences physiques. De même que les sciences biologiques ont leur propre mode de fonctionnement, par exemple, eh bien, la sélection naturelle ou la génétique. Ça, c'est postérieur à Engels, la génétique mendélienne. Et donc, bien que la biologie s'enchâsse dans la chimie, hein, s'il n'y avait pas de chimie, de processus chimique, il n'y aurait pas de processus biologique. S'il n'y avait pas de processus physique, il n'y aurait pas de processus chimique. Mais ces enchâssements ne sont pas pour autant des réductions. Ça ne veut pas dire que le niveau de complexité supérieure, par exemple biologique, soit rabattu sur le niveau inférieur, c'est-à-dire chimique, qui serait lui-même rabattu sur le niveau physique. Chacun de ces niveaux, si vous voulez, a en quelque sorte son propre champ de compétences. Et de même, l'étude qu'en fait le scientifique, le physicien, le chimiste, le biologiste, et par la suite, effectivement, le sociologue ou l'économiste, par exemple, ou l'historien, si vous voulez. Donc, ça sera ça. L'une des tâches de la philosophie, ça sera de penser précisément comment ces différents niveaux s'enchâssent les uns dans ou avec les autres ou sur les autres. Et donc de penser les choses dynamiquement. C'est là toute la différence, évidemment, avec les métaphysiques classiques, qui, elles, les pensaient d'une façon statique, juxtaposée ou homogène, en ravalant tout à quelques principes qui surplombaient l'ensemble. Le propre de la nature, c'est précisément qu'à travers ces contradictions dynamiques, et ça c'est l'aspect central de la dialectique de la nature engelsienne, à travers leurs contradictions dynamiques, eh bien, les processus qui existent concrètement, qui existent matériellement, vont donner lieu à des phases critiques, les phases critiques dans lesquelles apparaissent effectivement d'autres fonctionnements possibles, qui eux-mêmes vont donner lieu à une nouvelle strate du réel qui va, etc., produire la même chose ou des choses analogues à un niveau supérieur. Ces moments décisifs, ces nœuds en quelque sorte, qui sont à la fois des nœuds du réel et des nœuds du savoir, ce sont ce que Engels appelle des sauts qualitatifs, c'est-à-dire des moments où effectivement eh bien, le réel qui existait jusqu'alors va se mettre à fonctionner d'une façon autre. Si vous voulez, vous n'avez qu'à prendre ce grand récit scientifique, je mets grand récit entre guillemets parce que beaucoup de gens se moquent de cette idée comme si elle était totalement périmée, alors que la science actuelle est en train de nous doter
d'un grand récit scientifique de plus en plus complet, d'une cosmogonie de précision, même pour parler comme l'astronome et cosmologiste Luminet. Et effectivement, on sait bien que par exemple, à une certaine période, eh bien, l'univers post-Big Bang est tellement chaud qu'il n'existe qu'une soupe de particules, que même les particules ne sont peut-être pas encore identifiées ou identifiables. Elles s'identifient, puis l'univers se dilate et se refroidit, et puis apparaissent les premiers noyaux d'atomes, et puis apparaissent, donc là c'est l'espace de la physique nucléaire, alors qu'avant il n'y avait qu'une compétence pour étudier l'univers de cette seule et même chose que sont à ce moment-là la cosmologie et la physique des particules. Et puis ensuite, eh bien, les noyaux d'atomes, dans une phase ultérieure de l'univers qui se refroidit, qui se dilate, captent les électrons et forment des atomes, puis dans d'autres conditions données, qui passent aussi par ces forges de la nature que sont les étoiles, vont se mettre en place effectivement les molécules de plus en plus lourdes, tout le tableau de Mendeleïev, qui n'est pas une pure création de l'esprit de Mendeleïev, mais qui correspond à la nature des choses, et même à une certaine nature évolutive des choses, pas simplement un tableau statique, mais bel et bien une dynamique, des éléments le plus simples, comme l'hydrogène, au plus lourd, comme le fer, les éléments radioactifs, etc. Et donc effectivement, tout cela donnant lieu à ce qu'on appelle ensuite la physique atomique, puis la chimie, et ainsi de suite la biologie, avec ce que vont donner les macromolécules au bout d'un certain moment, et ainsi de suite. À ce moment-là, on est bel et bien dans quelque chose qui s'appelle une pensée systématique. Plus exactement, je dirais une pensée systémique. Le réel fait bel et bien système. Mais remarquez-le, il fait système d'une manière évolutive, d'une manière dynamique, et non pas d'une façon statique. Et la systématicité qui peut résulter de cela n'est pas de même nature que celle qui, avec les grandes métaphysiques traditionnelles, pouvait bloquer le savoir. Dans les métaphysiques traditionnelles, eh bien, au fond, on donnait une représentation du réel qui était en quelque sorte ficelée. Je caricature un peu parce que, bon, si on regarde de près le système de Leibniz, c'est une merveille, par exemple. Il y a une place pour la dynamique en lui, bien sûr. Mais, bon, en gros, quand même, les trous du savoir étaient en quelque sorte obturés. Alors qu'au contraire, ce qui est intéressant avec le tableau scientifique que je suis en train de décrire, c'est que l'on décrit les grandes allées du savoir, le grand mouvement du savoir, et du même coup, qu'on voit d'autant mieux apparaître les points sur lesquels ce savoir est incomplet, lacunaire, et qu'il faut par conséquent explorer. Bref, c'est le contraire du je sais tout, c'est plutôt le je constate, en constatant que je sais ceci, que je ne sais pas cela, et que c'est par conséquent là qu'il faut chercher. Donc on est beaucoup plus dans l'esprit socratique, non pas pré-socratique ni post-socratique, mais socratique tout simplement, de la docte ignorance, du je sais que je ne sais pas, et du coup je cherche. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, une vidéo ça doit, m'a-t-on dit, suffisamment être relativement bref, donc lisez quand même, parce que ici je ne peux pas véritablement être démonstratif, lisez donc dans Lumière commune, notamment le tome 1 qui traite de ces questions et qui aborde la question de savoir si la philosophie peut être systématique. J'espère vous avoir non pas montré ou démontré, mais suggéré qu'elle doit l'être, bien que ce ne soit pas à la manière du XVIIe siècle, d'une façon pré-critique, mais d'une manière post-critique, qui intègre notamment le mode de pensée dialectique, critique de la pensée métaphysique, qui intègre la dynamique, et qui intègre effectivement donc la dimension de la contradiction et des sauts qualitatifs de l'existence dans le réel, non seulement de l'homogène, mais de l'hétérogène, les deux étant eux-mêmes dialectiquement liés. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention.